Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Voyage au bout de la nuit, votre émission quotidienne littéraire sur D8. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir encore. On va passer une très belle soirée, une très belle nuit de lecture ou une très belle matinée, c'est selon. Peut-être que vous regardez l'émission déjà en replay. D'ailleurs, justement, les replays, je voulais vous en parler parce que c'est aussi une très jolie manière de redécouvrir des bouquins, de prendre son temps, d'arrêter, de réécouter, de réentendre et de choisir les lecteurs et les lectrices qu'on aime, ainsi que les œuvres qui nous parlent le plus. Pour cela, évidemment, vous avez le site internet de l'émission, Voyage au bout de la nuit, c'est sur la page de D8. Voilà, vous pouvez également, petit aparté, on le rappelle à chaque fois, nous rejoindre, nous retrouver sur les réseaux sociaux, puisque cette émission existe beaucoup grâce à vous, même entièrement grâce à vous. Et vous avez ce petit hashtag qui s'affiche en bas de l'écran, c'est le hashtag VBN pour Voyage au bout de la nuit, et vous pouvez réagir en direct, suivi à chaque fois de ce petit hashtag. Ça permet, dans les résultats de recherche, de retrouver vos commentaires et de pouvoir vous lire et de pouvoir éventuellement vous répondre. Voilà, merci encore d'être fidèle à l'émission. Pour ceux qui sont curieux, vous allez voir, donc c'est une émission où on aime ici parler de littérature, lire des bouquins. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on lit? On lit Jacques le Fataliste de Denis Diderot. Alors c'est un roman qui a été écrit dans les années 1700. Ça a pris beaucoup de temps en fait, ça lui a pris quasiment 12 ans d'écriture entre le moment où il s'y est vraiment mis et où le moment où ça a été publié. D'ailleurs, ça a été publié à titre posthume. Et pour petit rappel, Denis Diderot, c'est quand même le grand monsieur qui est à l'origine de l'encyclopédie. Voilà, alors elle est bien différente aujourd'hui, c'est plus du tout l'encyclopédie qu'on connaît, mais c'est lui qui a eu l'idée de répertorier tous ces mots, toutes ces notions, et d'en faire un recueil comme ça d'informations. Et d'ailleurs, c'est en 1765 qu'il va achever l'encyclopédie. Alors, pour une petite parenthèse, alors je vous parle de l'encyclopédie, je sais qu'on lit Jacques le Fataliste, mais j'ai quand même envie de vous raconter cette petite anecdote qui est assez marrante. Il a quand même passé énormément de temps à la rédiger, cette encyclopédie. Bien sûr, il n'était pas tout seul, ils étaient une vingtaine de penseurs et d'éclairés, comme on dit, à avoir travaillé dessus. Et lorsqu'il l'envoie pour l'imprimer, quand il reçoit la copie faite par l'imprimeur, du coup, Diderot s'effondre en larmes. C'est le drame de sa vie parce qu'en fait, il s'est rendu compte que l'imprimeur a fait énormément de coupes volontairement parce qu'il avait peur de la censure. Et comme il voulait vendre son bouquin, il s'est dit « Ouh là là, je vais tailler dans les articles ». Et du coup, Diderot s'effondre, devient fou de colère, fou de rage, et il écrit une lettre très très drôle, sublime à l'imprimeur. Pas si drôle que ça, mais très forte, en lui disant que vraiment c'est absolument honteux, qu'il a passé ses veilles, sa vie, ses nuits, et que faire des coupes dans un travail aussi grand relève clairement de la stupidité. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Donc je me relance tout de suite dans la lecture de Jacques le Fataliste. Jacques le Fataliste, donc comme je vous le dis à chaque fois, c'est l'histoire de Jacques et de son maître. Jacques, c'est le valet. Jacques, c'est un valet qui est plutôt sympathique, qui a toujours beaucoup d'anecdotes à raconter, beaucoup d'histoires. Alors, est-ce qu'il dit vraiment la vérité ou pas? On ne le sait pas. Par contre, il part avec son maître en voyage. Ils partent tous les deux à la recherche d'un enfant. Alors, est-ce qu'ils vont trouver cet enfant? Comment? Pourquoi? Voilà, c'est ce qu'on essaie de découvrir dans ce bouquin. Et au fur et à mesure de l'histoire, vous allez voir que les histoires se recoupent. Il y a des personnages qui arrivent, qui repartent. Et c'est toujours assez croustillant. Voilà. Bon, on reprend et je suis à peu près quasiment à la fin du roman. Allez, très très bonne lecture à vous. Jacques. Non, monsieur. J'ai de la sensibilité. À ce moment-là, la bouteille est arrivée et placée sur l'établi. Nous sommes toujours debout. Bigre le père remplit son verre, et le mien. Bigre fils, en écartant le sien, dit d'un ton farouche. Pour moi, si je ne suis pas altéré de si matin... Mais quoi, tu ne veux pas boire? Non. Ah, c'est ce que je sais. Tiens, filleule, il y a de la justice dans là. Pardon. Tiens, filleule, il y a de la Justine là-dedans. Il aura passé chez elle, ou il ne l'aura pas trouvée. Ou il l'aura surprise avec un autre, cette bouderie contre la bouteille n'est pas naturelle. C'est moi qui te le dis. Ouais, vous pourriez bien avoir deviné juste.
Jacques, trêve de plaisanterie. Placé ou déplacé, je ne les aime pas. Bigre père, puisqu'il ne veut pas boire, il ne faut pas que cela nous en empêche. Allez, à ta santé, filleule. À la vôtre, parrain. Bigre, mon ami, bois avec nous. Tu te chagrines trop pour peu de choses. Bigre, fils. Je vous ai déjà dit que je buvais pas, moi. Eh bien, si ton père a rencontré, que diable tu la reverras. Vous expliquerez, tu conviendras que tu as tort. Bigre, père. Et laisse-le faire. N'est-il pas juste que cette créature le châtie de la peine qu'il me cause? Ça, encore un coup. Et venons à ton affaire. Je conçois qu'il faut que je te mène chez ton père. Mais que veux-tu que je lui dise? Tout ce que vous voudrez. Que ce que vous avez entendu dire 100 fois lorsqu'on vous a ramené votre fils. Bigre, père. Allons. Il sort, je le suis, nous arrivons à la porte de la maison. Je le laisse entrer seul. Curieux de la conversation de Bigre, le père et du mien, je me cache dans un recoin, derrière une cloison d'où je ne perdis pas un mot. Bigre, père. Allons, compère. Il faut encore lui pardonner cette fois. Lui pardonner de quoi? Tu fais l'ignorant. Je ne le fais point, je le suis. Tu es fâché et tu as raison de l'être. Je ne suis point fâché. Tu l'es, te dis-je. Si tu veux que je le sois, je ne demande pas mieux, mais que je sache auparavant la sottise qu'il a faite. D'accord. 3 fois, 4 fois, mais c'est pas coutume, hein. On se trouve une bande de jeunes garçons et de jeunes filles. On boit, on rit, on danse. Les heures se passent vite et cependant la porte de la maison se ferme. Bigre, en baissant la voix, ajouta. Ils ne nous entendent pas, hein. Mais de bonne foi, est-ce que si nous avons été plus sages qu'eux à leur âge? Et sais-tu qui sont les mauvais pères? Ce sont ceux qui ont oublié les fautes de leur jeunesse. Dis-moi, est-ce que nous avons jamais découché? Et toi, Bigre, mon compère, dis-moi, est-ce que nous n'avons jamais pris d'attachement qui déplaisait à nos parents? Aussi, je crie plus haut que je ne souffre. Fais de même. Mais Jacques n'a point découché, du moins cette nuit, j'en suis sûre. Eh bien, ce n'était pas celle-ci, c'est une autre. Tant que tu n'en veux point à ton garçon. Non. Et quand je serai partie, tu ne la maltraiteras pas. Aucunement. Tu m'en donnes ta parole? Je te la donne. Parole d'honneur? Ma parole d'honneur. Tout est dit, et je m'en retourne. Comme mon parrain Bigre était sur le seuil, mon père, lui frappant doucement sur l'épaule, lui disait « Bigre, mon ami, il y a ici quelque anguille sous roche. Ton garçon et le mien sont 2 futaies matois, et je crains bien qu'il ne nous en ait donné d'une à garder aujourd'hui. Mais avec le temps, cela se découvrira. Adieu, compère, le maître. Et quelle fut la fin de l'aventure entre Bigre et ton amie Justine? Jacques, comme elle devait être. Elle se fâcha plus fort que lui. Elle pleura, il s'attendrit. Elle lui jura que j'étais le meilleur ami qu'il eût. Je lui jurai qu'elle était la plus honnête fille du village. Il nous crut, nous demanda pardon, nous en aima et nous en estima davantage tous les deux. Et voilà le commencement, le milieu et la fin de la perte de mon pucelage. À présent, monsieur, je voudrais bien que vous m'appriciez le but moral de cette impertinente histoire. Le maître, à mieux connaître les femmes. Et vous aviez besoin de cette leçon? À mieux connaître les amis. Et vous aviez jamais cru qu'il y en eût un seul qui tint rigueur à votre femme ou à votre fille si elle s'était proposée à sa défaite? À mieux connaître les pères et les enfants. Allez, monsieur, ils ont été de tout temps et seront à jamais, alternativement, dupes les uns des autres. Ce que tu dis là sont autant de vérités éternelles, mais sur lesquelles on ne saurait trop insister. Quel que soit le récit que tu m'as promis après celui-ci, sois sûr qu'il ne sera vide d'instruction que pour un sot. Et continue. Lecteur, il me vient un scrupule, c'est d'avoir fait honneur à Jacques ou à son maître de quelques réflexions qui vous appartiennent de droit. Si cela est, vous pouvez les reprendre sans qu'ils s'en formalisent. J'ai cru m'apercevoir que le mot bigre vous déplaisait. Je voudrais bien savoir pourquoi. C'est le vrai nom de la famille de Montcaron. Les extraits baptistères, extraits mortuaires, contrats de mariage en sont signés Bigre. Les descendants de Bigre, qui occupent aujourd'hui la boutique, s'appellent Bigre. Quand leurs enfants, qui sont jolis, passent dans la rue, on dit « voilà les Bigres ». Quand vous prononcez le nom de Boule, vous vous rappelez le plus grand ébéniste que vous avez eu. On ne prononce point encore dans la contrée de Bigre, le nom de Bigre, sans se rappeler le plus grand qu'on ait en mémoire. Le Bigre, dont on lit le nom à la fin de tous les livres d'office, pieux du commencement de ce siècle, fut un de ses parents. C'est qu'il y a Bigre et Bigre, comme Guillaume et Guillaume. Et si je dis Guillaume tout court, ce ne sera ni le conquérant de la Grande-Bretagne, ni le marchand de drap de l'avocat Patelin. Le nom de Guillaume tout court ne sera ni héroïque ni bourgeois. Ainsi de Bigre. Bigre tout court n'est ni le fameux... Non, il dit sucre. Hein?
Bigre, bigre, sucre, sucre, qu'y a-t-il de ridicule là-dedans? Pourquoi ne s'appellerait-on pas Bigre? C'est comme le disait un officier général, le grand Condé, qu'il y a un fier bigre comme bigre, un bon signe, un bon bigre comme vous et moi, des plats bigres comme une infinité d'autres. Ouh là là, Jacques, c'était un jour de noces. Frère Jean avait marié la fille d'un de ses voisins, j'étais le garçon de fête. On m'avait placé à table entre les deux goguenards de la paroisse. J'avais l'air d'un grand nigaud, quoique je ne fusse pas tant qu'ils ne le croyaient pas, mais... Ils me firent quelques questions sur la nuit de la mariée. J'y répondis assez bêtement, et les voilà qu'ils éclatent de rire, et les femmes de ces deux plaisants à crier de l'autre bout. Qu'est-ce qu'il y a donc? Vous êtes bien joyeux là-bas. C'est que c'est par trop drôle, répondit un de nos maris à sa femme. Je te conterai cela ce soir. L'autre, qui n'était pas moins curieuse, fit la même question à son mari, qui lui fit la même réponse. Le repas continue, et les questions et mes balourdises et les éclats de rire et la surprise des femmes, après le repas de danse. Après la danse, le coucher des époux, le don de la jarretière, moi dans mon lit, et mes goguenards dans les leurs, racontent en leurs femmes la chose incompréhensible, incroyable. C'est qu'à 22 ans, grand et vigoureux comme je l'étais, assez bien de figure, alerte et poinceau, j'étais aussi neuf, mais aussi neuf qu'au sortir du ventre de ma mère, et les deux femmes de s'en émerveiller ainsi que de leur mari. Mais dès le lendemain, Suzanne me fit signe et me dit « Hé Jacques, n'as-tu rien à faire ?»« Non, voisine. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service ? » Je voudrais, et en disant je voudrais, elle me serrait la main et me regardait si singulièrement. Je voudrais que tu puisses, que tu prises notre serpe et que tu vinsses dans la commune m'aider à couper 2 ou 3 bourrées, car c'est une besogne trop forte pour moi seule. Très volontiers, Madame Suzanne. Je prends la serpe et nous allons, chemin faisant. Suzanne se laissait tomber dans la tête de mon épaule, me prenait le menton, me tirait les oreilles, me pinçait sur les côtés. Nous arrivons. L'endroit était en pente. Suzanne se couche à terre, l'un de l'autre, et les bras passés par la tête dessus. J'étais au-dessous d'elle, jouant de la serpe sur le taillis. Suzanne repliait ses jambes, emprochant ses talons de ses fesses. Ses genoux élevés rendaient ses jupons fort courts, et je jouais toujours de la serpe sur le taillis, ne regardant guère où je frappais et frappant souvent à côté. Enfin, Suzanne me dit « Jacques, est-ce que tu ne finiras pas bientôt ?»« Quand vous voudrez, Madame Suzanne. Est-ce que tu ne vois pas, dit-elle à demi-voix, que je veux que tu finisses ?»« Je finis donc. » Je repris haleine et je finis encore, et Suzanne... Le maître, t'ôtais ton pucelage que tu n'avais pas. Il est vrai, mais Suzanne ne s'y méprit pas, et de sourire et de me dire « Tu en as donné d'une bonne part à garder un autre homme. Tu n'es qu'un fripon. » Mais que voulez-vous dire, Madame Suzanne ? Rien, mais rien. Tu m'entends de reste. Trompe-moi encore quelquefois même, je te le pardonne. Je reliai ses bourrées, je les pris sur mon dos, et nous revînmes, elle à la maison, moi à la nôtre. Sans faire une pause en chemin ? Non. Il n'y avait donc pas loin de la commune au village ? Pas plus loin que du village à la commune. Elle ne valait que cela. Elle valait peut-être davantage pour un autre et pour un autre jour. Chaque moment a son prix. À quelque temps de là, Dame Marguerite, c'était la femme d'un autre goguenard, avait du grain à faire moudre et n'avait pas le temps d'aller au moulin. Elle vint demander à mon père, un de ses garçons, qui alla pour elle. Comme j'étais le plus grand, elle ne doutait pas que le choix de mon père ne tombât sur moi, ce qui ne manqua pas d'arriver. Dame Marguerite sort, je la suis. Je charge le sac sur mon âne et je le conduis seul au moulin. Voilà son grain moulu, et nous en revenions, l'âne et moi, assez tristes, car je pensais que j'en serais pour ma corvée. Je me trompais. Il y avait entre le village et le moulin un petit bois à passer. Ce fut là que je trouvai Dame Marguerite, assise au bord de la voie. Alors le jour commençait à tomber. « Jacques, Jacques, me dit-elle, enfin te voilà. Sais-tu qu'il y a plus d'une mortelle heure que je t'attends ?» Bon, lecteur, hein, vous êtes aussi trop pointilleux. D'accord, la mortelle heure est des dames de la ville et la grandeur de Dame Marguerite. Bon. Jacques reprit. C'est que l'eau était basse, que le moulin allait lentement, que le meunier était ivre et que quelques diligences que j'ai faites, j'ai pu revenir plus tôt. Hein. Assieds-toi là et jasons un peu. Dame Marguerite, je veux bien, hein. Me voilà assis à côté d'elle pour jaser, et cependant nous gardions le silence tous les deux. Je lui dis donc, mais Dame Marguerite, vous ne me dites mot et nous ne jasons pas. Ah, mais c'est que je rêve à ce que mon mari m'a dit de toi. Hein ? Ne croyez rien de ce que votre mari a dit. C'est un gosseur.
Il m'a assuré que tu n'as jamais été amoureux. Ah bah oui, c'est pour cela qu'il dit vrai. Quoi? Jamais de ta vie? De ma vie? Comment, à ton âge, ne saurais-tu pas ce que c'est qu'une femme? Pardonnez-moi, Dame Marguerite. Et qu'est-ce qu'une femme? Une femme? Oui, une femme. Attendez. C'est un homme qui a un cotillon, une cornette et des gros tétons? Ah, scélérat. Ça, c'est le maître qui parle. Jacques, l'autre n'y s'était pas trompé, dit Jacques. Et je voulais que celle-ci s'y trompât. À ma réponse, Dame Marguerite fit des éclats de rire qui ne finissaient point. Et moi, tout ébahi, je lui demandai ce qu'elle avait tant à rire. Dame Marguerite me dit qu'elle riait de ma simplicité. Ah, ah, comment, grand comme tu es, vrai, tu n'en saurais pas davantage? Ah non, Dame Marguerite. Là-dessus, Dame Marguerite se tut, et moi aussi. Mais Dame Marguerite, lui dis-je encore, nous nous sommes assis pour jaser, et voilà que vous ne dites mot et que nous ne jasons pas. Dame Marguerite, vous rêvez? Ah oui, je rêve, je rêve, je rêve. En prononçant ces je rêve, sa poitrine s'élevait, sa voix s'affaiblissait, ses membres tremblaient, ses yeux s'étaient fermés, sa bouche était entr'ouverte, elle poussa un profond soupir, elle défaillit. Et je fis semblant de croire qu'elle était morte et me mis à crier du ton de l'effroi. Oh, Dame Marguerite, parlez-moi donc. Dame Marguerite, vous vous trouvez mal? Marguerite, non, mon enfant, laisse-moi un moment de repos. Je ne sais pas ce qui m'a pris, ça m'est venu subitement. Le maître, elle mentait. Bah oui, elle mentait, dit Jacques. C'est que je rêvais. Mais rêvez-vous comme cela la nuit à côté de votre mari? Quelquefois. Cela doit l'effrayer. Il l'est fait, oui. Marguerite revint peu à peu à sa défaillance et dit: je rêvais qu'à la noce, il y a 8 jours, notre homme et celui de la dame Suzanne se sont moqués de moi. Cela m'a fait pitié et je me suis trouvée toute je ne sais comment. Vous êtes trop bonne, dit Jacques. J'aime pas qu'on se moque, je rêvais qu'à la première occasion, il recommencerait de plus belle et que cela me fâcherait encore. Mais il ne tiendrait qu'à vous que cela n'arrivât plus. Et comment? En m'apprenant, quoi? Ce que j'ignore, ce qui faisait tant rire votre homme et celui de la Suzanne qui ne riait plus. Oh non, non, je sais bien que t'es un bon garçon et que tu ne le diras à personne, mais je n'oserais. Pourquoi? C'est que je n'oserais. Madame Marguerite, apprenez-moi, je vous prie. Je vous en aurai la plus grande obligation, apprenez-moi. En la suppliant ainsi, je lui serrai la main et elle me les serrait aussi. Je lui baisais les yeux, elle me baisait la bouche. Cependant, il faisait nuit, il faisait tout à fait nuit, je lui fis donc. Je vois bien, Dame Marguerite, que vous ne voulez pas assez de bien pour m'apprendre. J'en suis tout à fait chagrin. Allons, levons-nous, retournons-nous-en. Dame Marguerite se tut. Elle reprit une de mes mains, je ne sais d'où elle la conduisit, mais le fait est que je m'écriai. Il n'y a rien, il n'y a rien. Oh, scélérat, double scélérat, dit le maître. Le fait est qu'elle était fort déshabillée, dit Jacques, et que je l'étais beaucoup aussi. Bon, le fait est que j'avais toujours la main où il n'y avait rien chez elle et qu'elle avait placé sa main où cela n'était pas tout à fait de même chez moi. Voilà. Le fait est que je me trouvais sous elle et par conséquent elle sur moi. Le fait est que, ne la soulageant d'aucune fatigue, il fallait bien qu'elle la prît tout entière. Le fait est qu'elle se livrait à mon instruction de si bon cœur et qu'il vint un instant où je crus qu'elle en mourrait. Le fait est qu'aussi, troublée qu'elle et ne sachant ce que je disais, je m'écriais « Ah, Dame Suzanne, que me faites-vous d'aise? Ah !» Le maître... Non, tu veux dire Dame Marguerite. Non, le fait est que je pris un nom pour un autre et qu'au lieu de dire Dame Marguerite, je dis Dame Suzon. Le fait est que j'avouai à Dame Marguerite que ce qu'elle croyait m'apprendre ce jour-là, Dame Suzon me l'avait appris un peu diversement, la vérité, il y avait 3 ou 4 jours. Le fait est qu'elle me dit « Quoi? Mais c'est Suzon et non pas moi. » Le fait est que je répondis « Oui, ce n'est ni l'une ni l'autre. » Le fait est que tout en se moquant d'elle-même, de Suzon et des 2 maris, et qu'en me disant de petites injures, je me trouvais sur elle, et par conséquent, elle sous moi, et qu'en m'avouant cela, que ça lui avait fait bien du plaisir, mais pas autant que de l'autre manière, elle se retrouva sur moi, et par conséquent, moi sous elle, le fait est qu'après quelque temps de repos et de silence, je ne me trouvais ni en dessous, ni moi dessus, ni elle dessus, ni moi dessous, car nous étions l'un et l'autre sur le côté, qu'elle avait la tête penchée en devant, et les 2 fesses collées contre mes 2 cuisses. Le fait est que, si j'avais été moins savant, la bonne Dame Marguerite m'aurait appris tout ce qu'on peut apprendre.
Le fait est que nous eûmes bien de la peine à regagner le village. Hein. Le fait est que mon mal de gorge est fort augmenté et qu'il n'y a pas d'apparence que je puisse parler de 15 jours. Le maître. Et tu n'as pas revu ces femmes? Toutes deux? Oui, toutes deux. Bon, elles se sont pas débrouillées, enfin je veux dire embrouillées. Bon, utiles l'une à l'autre, elles s'en sont aimées davantage. Hein. Ah, les nôtres en auraient bien fait autant, mais chacune avec son chacun. Ah, tu ris. Ah, toutes les fois que je me rappelle le petit homme criant, jurant, écumant, se débattant de la tête aux pieds, des mains, de tout le corps et prêt à se jeter du haut du fenil en bas, là, au hasard de se tuer, je ne saurais m'empêcher de rire. Oh, et ce petit homme, qui est-il? Le mari de la dame Suzon? Non. Le mari de la dame Marguerite? Non, non. Toujours le même. Il en a. Ah, pourtant, qu'il vivra. Bah, qui est-il donc? Jacques ne répondit point à cette question et le maître ajouta. « Dis-moi seulement qui est le petit bonhomme. » Jacques. Un jour, un enfant, assis au pied du comptoir d'une lingère, criait de toute sa force. La marchande, importunée de ses cris, lui dit « Mon ami, pourquoi criez-vous ?»« C'est qu'ils veulent me faire dire A. » « Mais pourquoi ne voulez-vous pas dire A ?»« C'est que je n'aurais pas sitôt dit A qu'ils voudront me faire dire B. C'est que je ne vous aurais pas sitôt dit le nom du petit homme qu'il faudra que je vous dise le reste. »« Ah, peut-être, dit le maître. Bah, c'est sûr, dit Jacques. Le maître, bon, allons, mon ami Jacques, nomme-moi le petit homme. Hein, t'en meurs d'envie, n'est-ce pas? Satisfais-toi. Jacques, bon, c'est une espèce de nain, bossu, crochu, bègue, borgne, jaloux, paillard, amoureux et peut-être aimé de Suzon. C'était le vicaire du village. Oh, Jacques ressemblait à l'enfant de la lingère comme deux gouttes d'eau. Avec cette différence que depuis son mal de gorge, on avait de la peine à lui faire dire « A », mais une fois en train, il allait de lui-même jusqu'à la fin de l'alphabet. J'étais dans la grange de Suzon, seule avec elle. « Ah bon? Et tu n'y étais pas pour rien ?»« Bah non. Lorsque le vicaire arrive, il prend de l'humeur. Il gronde, il demande impérieusement à Suzon ce qu'elle faisait en tête-à-tête avec le plus débauché des garçons du village, dans l'endroit le plus reculé de la chaumière. Le maître, tu avais déjà de la réputation à ce que je vois. Et assez bien mérité. Il était vraiment fâché à ce propos, il en ajouta d'autres encore moins obligeants. Je me fâche de mon côté, d'injure en injure, nous en venons aux mains. Je saisis une fourche, je la lui passe entre les jambes, fourchon d'ici, fourchon de là, et le lance sur le fenil, ni plus ni moins, comme une botte de paille. Et ce fenil était haut, de 10 pieds au moins. Et le petit homme n'en serait pas descendu sans se rompre le cou. Après, j'écarte le fichu de Suzon, je lui prends la gorge, je la caresse, elle se défend comme cela. Il y avait là un bas d'âne dont la commodité nous était connue, alors je la pousse sur ce bas. Quoi, tu relèves ses jupons? Oui, je relève ses jupons, et le vicaire voyait ça, comme je vous vois, et il se taisait. Non, pas, s'il vous plaît, ne se contentant plus de rage, il se mit à crier « Oh, me meurtre, au feu, feu, feu !» Oui, parce qu'il était bègue. « Oh, vos voleurs !» Et voilà le mari, que nous croyons loin, qui accourt. Oh, j'en suis fâchée, j'aime pas les prêtres, dit le maître. Et vous auriez été enchanté sous les yeux de celui-ci. J'en conviens. Je poursuis, dit Jacques. Suzon avait eu le temps de se relever. Je me rajuste, je me sauve, et c'est Suzon qui m'a raconté ce qui suit. Vous avez envie de savoir ce que Suzon lui a raconté, hein? Eh ben non, ce sera pour une prochaine émission parce que malheureusement, c'est déjà la fin. Mais ne vous inquiétez pas, je corne la page et je laisse le bouquin à une nouvelle lectrice qui va faire son entrée. Donc on lui souhaite bonne chance et je vous dis moi à très bientôt pour une nouvelle émission et pour une nouvelle lecture, vous le savez, jusqu'au bout de la nuit. N'hésitez pas à nous écrire, à nous faire part de vos coups de cœur. Je vous dis à très vite, passez une très très belle soirée sur des vitres ou une très bonne journée si vous venez de vous lever. Et bon courage bien sûr si vous partez travailler. Allez, on se retrouve très vite. Ciao!